Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Personne n'a compris. Nous pouvons dire, je crois, à propos de ce dossier que personne n'a compris. Pourtant, l'enquête a été simple, et le coupable a facilement avoué. Seulement personne n'a compris. Et l'on a peur, voyez-vous, de se dire que peut-être il n'y avait rien à comprendre. Un meurtrier qui tue par amour, par vengeance, par jalousie ou par intérêt, on peut comprendre. On ne peut pas l'admettre, mais on comprend. Aussi horrible qu'elle soit, il y a une logique. On arrive même à comprendre les crimes de malades, d'obsédés. Quand il n'y a pas de mobile, il y a une folie apparente, un embryon d'explication. Mais quand il s'agit d'un homme, sain de corps et d'esprit, d'un homme qui n'a pas de mobile et qui le reconnaît lui-même, là, on a peur parce qu'on ne comprend pas. Finalement, cette violence dont on parle tant, cette violence dont certains font un problème de société, n'est-elle pas cachée en chacun de nous? Certains chercheurs le pensent, qui affirment « l'attaque d'un homme par un autre est due à l'excitation d'un centre de la violence. Ce centre de la violence existe aussi chez l'animal. Nous avons réussi à l'isoler. » Ces mêmes chercheurs ajoutent cependant « la violence chez l'animal n'est jamais inutile. Seule la violence humaine a le privilège d'être gratuite. » Si gratuite que ce dossier en est le plus triste exemple. C'est un couple de Français moyens. Lui, 53 ans, elle, 52. Ils sont commerçants. Il est un peu rond et sympathiquement chauve. Elle n'a jamais été très belle, mais ils sont mariés depuis 20 ans, ils se connaissent par cœur. Leur vie pourrait paraître médiocre à certains, eux s'en contentent. En fait, il n'y a rien de médiocre à vendre des légumes, à se lever tôt, à jouer aux boules le dimanche et à passer ses vacances à la bourboule. En 20 ans de cette petite routine sage et laborieuse, monsieur et madame Durand ont acquis un deuxième magasin, puis des actions dans un petit restaurant. Et mis à part les angoisses de la déclaration d'impôt annuelle, la bourse familiale se porte bien. On a un grand-fils unique de 19 ans qui fait ses études, on le gâte un peu, c'est normal, et c'est tout. L'existence des Durand est un livre ouvert pour les voisins et les amis, et il ne s'y passe pas de drame que la sécurité sociale ne puisse prendre en charge. 4 mars 1953. Il est 13 heures. Monsieur Durand ferme le rideau de la boutique jusqu'à 16 heures. À 13h15, il retrouve sa femme et monte avec elle l'escalier de leur immeuble. Comme tous les jours, ils vont déjeuner vers 13h30 en compagnie de leur fils Gérard. Ensuite, monsieur Durand fera une petite sieste. Sa femme fera la vaisselle en bavardant avec Gérard, et c'est après seulement qu'elle s'installera à la table de la salle à manger pour faire ses mots croisés, avec un crayon, une gomme et un dictionnaire. Aujourd'hui est un jour comme les autres. Les événements se déroulent dans l'ordre sans surprise. Déjeuner, sieste, vaisselle, mots croisés, la routine. La routine que plus rien jamais ne viendra déranger. La routine figée pour l'éternité, avec l'horreur en plus. Il est maintenant 19 heures. Madame Luby, la vieille concierge de l'immeuble, somnole dans sa loge, oh, d'un œil seulement. En réalité, aucune allée et venue ne lui échappe. Par exemple, elle vient de voir monter la tante des Durand. Comme tous les mercredis, elle vient s'installer chez sa nièce pour aider à la lessive et au repassage. La tante monte péniblement les 5 étages sans ascenseur. Elle a sa clé. Elle ouvre. Et hurle. Un quart d'heure plus tard,
Le commissaire de police du quartier, 2 inspecteurs et une armée d'agents en uniforme investissent l'appartement des Durand. Lui, on l'a tué sur son lit en pleine sieste. Elle, à la table de la salle à manger, en plein mot croisé. Ni l'un ni l'autre n'ont eu le temps de se défendre. Assommés à coups de matraque, défigurés à la hache, gorge tranchée au couteau. Pour l'instant, rien n'indique que l'on ait volé quoi que ce soit. Rien n'est fracturé. Monsieur Durand a encore de l'argent dans son portefeuille. Il y a par terre des vêtements tachés, ceux du meurtrier selon toute vraisemblance, et dont il a dû se débarrasser avant de s'enfuir. Une chemise, un pullover et une paire de chaussettes roulées en boule. Le commissaire demande à voir la famille s'il y en a. On lui dit que la tante s'est évanouie dans la loge de la concierge et que le fils ne va pas tarder à rentrer. L'heure des cours étant passée, nul ne sait où le joindre. Ah, ce n'est jamais une tâche bien agréable pour un policier d'attendre au domicile de quelqu'un, d'attendre qu'il rentre pour lui annoncer que sa famille est massacrée, que la vie n'est plus la même. Ce commissaire-là, qui attend ce jeune homme-là, assis sur une chaise de bois dans la petite cuisine, est encore plus ennuyé que d'habitude. Il arrive très souvent qu'un policier se fasse une idée immédiate en procédant aux premières constatations. Et il doit se méfier de cette première idée. Cependant, à force de côtoyer le crime, il est normal qu'instinctivement on le classe dans telle ou telle catégorie. Instinctivement, le commissaire a classé celui-ci dans une catégorie bien précise, et avant même que ces hommes lui aient fait leur premier rapport. C'est surtout une question d'atmosphère générale. Or, il règne dans ce petit appartement de Français moyen, au 5e étage d'un immeuble moyen, d'un quartier moyen, une atmosphère insolite. Ce n'est pas celle d'un crime crapuleux ou d'un crime de sadique. On dirait plutôt une vengeance. La vengeance d'un être qui connaît bien la maison et ses occupants. Une histoire de famille, en quelque sorte. La vieille tante qui a découvert le massacre en ouvrant la porte avec sa propre clé semble hors de cause dès le départ. D'abord, les vêtements abandonnés par le meurtrier sont des vêtements d'homme. Ensuite, on voit mal une femme de cet âge accomplir un double meurtre à la matraque, à la hache et au couteau. Non. Le commissaire a décidé d'attendre que le fils rentre. S'il rentre. Ce qui serait bien étonnant, à son avis. Il est maintenant 21h. Dans la rue, l'ambulance et les brancardiers attendent car le commissaire a donné l'ordre de ne pas emmener les corps immédiatement. Pourtant, le photographe de l'identité judiciaire a terminé son travail. On a relevé les empreintes sur toutes les portes, les meubles, sur la matraque, la hachette, le couteau. Le commissaire a entendu les premiers témoignages des locataires et un groupe d'une dizaine de personnes rassemblées sur le trottoir commente l'événement avec fébrilité. Gérard, le fils, n'est pas encore rentré. La petite foule, avide de sensations, guette son retour avec autant de sympathie que de curiosité morbide. À 21h30, alors que le commissaire pense que le fils ne rentrera plus, il arrive. Il arrive accompagné d'un ami. Gérard Durand est arrivé au pied de son immeuble. Alors il est immédiatement assailli par les voisins, et avant même que les policiers de garde aient pu l'approcher, il est mis au courant par la petite foule surexcitée. « Tes parents, assassinés, sois courageux, c'est horrible, le pauvre garçon, ne monte pas !» Gérard Durand est un grand garçon mince, à l'allure dégagée, au visage ouvert. En ces années 50, où la folie de Saint-Germain-des-Prés permet aux jeunes toutes les fantaisies, Gérard est très correctement vêtu d'un complet classique, cravaté, par-dessus ses verres. Il a l'air de ce qu'il est d'ailleurs, un garçon de 19 ans, de bonne famille, poli, bien élevé. Face au commissaire de police, dans l'antichambre de l'appartement de ses parents, il reste un instant stupéfait, silencieux, le temps de comprendre ce qui s'est passé chez lui, et puis il s'effondre. À genoux, dans le couloir, la tête dans les mains, secoué de sanglots. Il a besoin d'une bonne dizaine de minutes pour se remettre. Lorsqu'il a récupéré, il suit le commissaire silencieusement et détourne la tête au moment d'affronter le spectacle épouvantable du double meurtre de ses parents. S'il vous plaît, je préfère ne pas voir. Je voudrais garder un bon souvenir du visage de mes parents. Dans les circonstances présentes, cette demande n'a rien d'anormal. Elle est même fort compréhensible. C'est pourtant cette réflexion qui va convaincre le commissaire
de la culpabilité de Gérard. Il acquiesce cependant à la demande du jeune homme, donne l'ordre de faire emporter les corps et prie Gérard de le suivre jusqu'à son bureau pour un premier interrogatoire. Et nous allons voir que le cas de Gérard est l'un des plus extraordinaires que la justice ait eu à examiner. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Voici l'essentiel de l'interrogatoire de Gérard Durand, qui dura 1 nuit et 1 journée entière. À quelle heure avez-vous quitté vos parents le jour du crime ? 15 heures environ. Nous avons déjeuné comme d'habitude. Le repas terminé, je suis allé dans ma chambre faire un devoir de mathématiques, puis je me suis changé pour sortir. Mon père faisait la sieste dans sa chambre, et maman faisait des mots croisés. Où êtes-vous allé ? Chez les parents de ma fiancée en banlieue. J'ai pris le train à la gare Montparnasse. Je suis resté 2 heures chez eux, et puis je suis rentré à Paris, j'ai fait un tour au quartier latin, j'ai rencontré un camarade, un voisin d'ailleurs, et nous sommes rentrés ensemble. Vos parents avaient-ils des ennemis ? Absolument pas. Les vêtements que l'on a trouvés dans l'appartement tachés de sang vous appartiennent. Un pullover et des chaussons. C'est exact. Comment expliquez-vous leur présence et les taches de sang ? Je suppose que l'assassin les a jetés volontairement sur le corps de mes parents, ou bien qu'il s'en est servi pour tuer de façon à faire croire que c'était moi ? La hache, la matraque et le couteau. Vous les reconnaissez ? Ils appartenaient à mon père. Nous avons retrouvé des chaussettes roulées en boule sous un meuble et tachées de sang. Les reconnaissez-vous ? Elles sont à moi, c'est vrai. Donc, l'assassin portait votre pullover, vos chaussons et vos chaussettes. C'est possible, je me suis changé avant de partir. Vous n'avez pas changé de pantalon ? Aussi ? Si, c'est un pantalon de velours noir que je porte toujours à la maison. Celui-ci ? Celui-ci ? Nous l'avons retrouvé plié dans le placard de votre chambre. Il porte aussi des taches de sang. Je sais, je suis tombé un jour et je me suis blessé il y a longtemps. Mais il n'y a pas d'accroc à ce pantalon. Il a été reprisé. Il n'y a pas de reprise non plus. C'est vous qui avez tué vos parents. Oh non, ce n'est pas moi ! Pourquoi avez-vous refusé d'identifier les corps ? Je l'ai dit. Je voulais garder un bon souvenir du visage de mes parents. Et comment saviez-vous que l'assassin les avait défigurés ? Comment saviez-vous qu'ils s'étaient acharnés sur leur visage à coups de matraque, de hache ? Personne ne vous l'a dit hier, quand vous êtes rentrés. Je m'en doutais. Acceptez-vous de les revoir maintenant ? Oh non, je ne veux pas, je ne veux pas ! C'est vous qui avez tué vos parents ! Oui. C'est moi. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'étais en colère. Voici maintenant, toujours d'après ses aveux, qu'il maintiendra, sans en changer un mot au cours du procès, ce qui a motivé cette colère. Le 4 mars 1953, le jour du meurtre, Gérard déjeune avec ses parents comme d'habitude. Le repas se passe sans incident notoire. À 14 heures, tous les trois quittent la table. Le père pour faire sa sieste, la mère pour faire la vaisselle. Gérard va aider sa mère dans la cuisine. C'est lui qui entame la conversation. « Je vais voir les parents de Martine cet après-midi. Ils sont au courant de nos relations. J'ai l'intention de la demander en mariage. »« Oh, tu devrais attendre un peu. Tu es bien jeune encore pour te marier. Et puis tes études ne sont pas terminées. Vous avez bien le temps d'y songer. Oh, ça m'est égal. Je ne veux pas attendre. »« Mais tu n'as pas de situation, enfin sois raisonnable. Écoute au moins les conseils de tes parents. »« Mais je n'ai pas besoin de conseils. Je ferai ce que je voudrais. »« Mais tu es mineur.
Et nous ne te laisserons pas gâcher tes études. Enfin, nous sommes tes parents, nous t'avons élevé. Et nous avons encore quelques droits sur toi. Tu as encore besoin de conseils, quoi que tu en dises. » C'est tout. Écoutons maintenant Gérard se souvenir de ce qu'il a fait. Je suis parti dans ma chambre. J'étais en colère. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, j'ai eu brusquement envie de tuer mes parents. Sans hésiter, je suis entré dans la chambre de mon père qui dormait. J'ai pris sa matraque et je suis retourné à la cuisine. Ma mère avait la tête penchée sur son journal. Je me suis approché d'elle par derrière, je l'ai frappée. La matraque s'est brisée en deux. Alors j'ai pris la hache dans le coffre de bois et j'ai frappé à tour de bras. À partir de là, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. Je me suis retrouvé dans la chambre de mon père, j'ai encore frappé avec la hache. Je suis retourné dans la cuisine, j'ai pris un couteau, j'ai essayé de les égorger, j'ai jeté la hache. Je me suis lavé les mains, je me suis changé rapidement, j'ai éparpillé mes vêtements sur le sol, sauf mon pantalon que j'ai plié soigneusement dans l'armoire. Après ça, j'ai pris le train pour aller voir ma fiancée et ses parents. Vous connaissez la suite. L'enquête qui va précéder le procès n'apportera aucun élément nouveau, en dehors des aveux du meurtrier, sinon que c'était un fils unique, plutôt gâté, dont l'enfance s'est passée sans histoire, pas d'instinct morbide, rien qui puisse alimenter un rapport de psychiatre. Il est passionné de cinéma et rêve de devenir acteur. Il dispose de pas mal d'argent de poche pour sa vie de jeune homme, il a même une garçonnière. Quand il est tombé amoureux de sa fiancée et a voulu l'épouser, il s'est heurté au refus de ses parents. Un refus provisoire, semble-t-il, et essentiellement basé sur le fait qu'il n'avait pas terminé ses études. Les parents de la jeune fille l'avaient accueilli avec gentillesse, et l'on apprit, au cours du procès, qu'ils étaient favorables à ce mariage. Martine, elle, avait cependant refusé d'aller vivre avec Gérard dans sa garçonnière en attendant le mariage. Tout cela était fort convenable, fort bourgeois, et l'on aurait volontiers compris une fugue ou une rupture entre Gérard et ses parents, mais un massacre. Qui peut comprendre un tel massacre? Le système de défense du jeune meurtrier est d'ailleurs extrêmement simple. J'ai été poussé au crime par une impulsion subite. Mais je n'ai gardé aucun souvenir des faits eux-mêmes. Je n'ai pas de mobile. Bien entendu, ces deux avocats, dont maître Maurice Garçon, vont plaider la folie. Le seul moyen pour eux de sauver la tête de ce criminel de 19 ans. Une folie passagère, bien entendu, car les 5 médecins psychiatres nommés par le ministère public refusent catégoriquement de considérer Gérard Durand comme un malade mental, bien au contraire. Pour eux, c'est un garçon intelligent, hautain, qui affecte une impassibilité et un sang-froid remarquables. Il ne regrette rien de ce qu'il a fait, n'en éprouve aucun remords. Et, prétend-il, aucun souvenir. Les jurés vont cependant suivre la thèse du moment de folie. La seule possible pour eux d'ailleurs, et Gérard est donc condamné à la réclusion perpétuelle. Impossible de guillotiner un homme qui n'a pas de mobile. Impossible de condamner à mort quelqu'un qui ne sait pas lui-même pourquoi il a tué. Impossible surtout d'empêcher de vivre ce jeune homme bien élevé, bien habillé, beau, dont le regard pâle et hautain ne se détourne pas, qui se tient droit dans son box et répond poliment à l'avocat général « J'ignore ce qui s'est passé, j'ai eu le sentiment d'être un spectateur, rien qu'un spectateur. Oh, je souhaite que l'on ne me parle plus du crime. Il ne m'intéresse pas, je vis dans le présent, je veux vivre !» Il vit sûrement quelque part en ce moment. Il doit avoir la quarantaine. Il doit être libre. Oh, il l'est sûrement, car il a dû bien se conduire en prison. Un jour peut-être ceux qui ont découvert ce fameux centre de la violence dans le cerveau du chat ou de la souris blanche, ceux qui à volonté peuvent faire d'une souris pacifique une souris agressive et d'un matou enragé un minet apathique, un jour peut-être comprendront-ils ce qui se passe dans le cerveau humain. Et comment on peut tuer sans être un fou ni un gangster? Mais pourra-t-on jamais savoir pourquoi l'homme est le seul être au monde à tuer gratuitement? Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1.
Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.